Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Alors que Jean-Michel Blanquer avait promis de renforcer l'enseignement de la philo au lycée, qu'en est-il vraiment? En quoi la philo est-elle essentielle à l'école? On en débat dans un instant. Une intelligence artificielle au service de la lutte contre le cyberharcèlement, c'est l'application développée par Charles Cohen. Il nous expliquera son fonctionnement en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, vous découvrirez les souvenirs d'écoliers d'Olympe. Le chanteur révélé dans The Voice sera l'invité de Malika Ménard. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Mickaël, le ministère de l'Éducation nationale vient de publier les indicateurs des résultats de lycée. On les appelle aussi les IVAL pour indicateurs de valeur ajoutée des lycées. Les chiffres publiés ce mercredi sont relatifs à la session 2021 du bac et permettent d'évaluer l'action de chaque lycée en prenant compte de la réussite des élèves à l'examen et de leur parcours scolaire dans l'établissement. Tous les établissements scolaires du second degré y figurent. Les IVAL existent depuis 1993. Et toujours justement à propos de ces IVAL, le numéro 2 de l'Éducation nationale était sur France Info pour faire une mise au point. Le directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geoffrey, a en effet tenu à rappeler à quoi servaient précisément ces indicateurs et qu'il ne fallait surtout pas les prendre comme un classement des lycées. Il ne s'agit pas d'un classement, effectivement, vous avez raison de le dire, tout simplement parce que le principe n'est pas de prendre la liste de tous les lycées, de regarder tout leur taux de réussite et puis dire voilà, il y a le premier, le deuxième, le troisième. Le principe, c'est qu'on prend des lycées comparables entre eux, en termes de type de formation, en termes socio-professionnels, etc. Et ensuite, par rapport à la moyenne des résultats de ces lycées, on regarde ceux qui ont ce qu'on appelle la plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire ceux qui ont le taux d'accès au baccalauréat par rapport à des élèves qui sont entrés en seconde, qui sont les plus élevés. Donc en fait, tout ce qu'on mesure, ce sont des écarts par rapport à une moyenne de lycées comparables, mais ce n'est pas un classement d'établissement ni national ni même régional. Énième déception pour les filles afghanes, privées à nouveau d'école par les talibans. Ça faisait des mois qu'elles attendaient ce mercredi, jour choisi par les talibans pour la réouverture des écoles pour les filles. Sauf que voilà, après avoir passé seulement quelques heures dans leur classe, elles ont été priées de rentrer chez elles. Le ministère de l'Éducation n'a fourni aucune explication claire. Un porte-parole a simplement déclaré à la presse qu'en Afghanistan et surtout dans les villages, les mentalités n'étaient pas prêtes. Dans l'actualité également, Richard Ferrand qui vole au secours d'Emmanuel Macron. Le président de l'Assemblée nationale était ce mercredi sur France Inter. Il a réagi à la polémique autour des propositions d'Emmanuel Macron sur l'école. Les syndicats d'enseignants n'avaient pas apprécié la volonté du président de rémunérer les profs au mérite. On l'écoute. Arrêtons une bonne fois de prendre prétexte de je ne sais quoi pour caricaturer ce qui est mis sur la table. Ce qui est mis sur la table, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faut, dans chaque académie, à l'échelle des territoires, qu'on réinterroge les organisations, que l'on regarde où est-ce que l'on peut faire de l'innovation pédagogique, que l'on regarde comment on peut adapter telle ou telle forme d'enseignement, que l'on puisse permettre des expérimentations. Et à côté de cela, oui, on dit, lorsque des professeurs seront volontaires pour remplacer des collègues absents, lorsque on va vouloir généraliser ce qu'on appelle le programme devoir fait, c'est-à-dire le soutien scolaire à ceux qui sont le plus en difficulté, eh bien alors oui, évidemment, les professeurs qui, de manière volontaire, prendront ces nouvelles missions seront rémunérés plus. À peine retirés, les masques sont déjà de retour dans certaines écoles. Oui, ça fait à peine plus d'une semaine que le masque n'est plus obligatoire en intérieur et donc dans les classes. Et déjà, les taux d'incidence remontent dans certaines régions. C'est le cas dans le Nord, dans l'Est et en Bretagne. C'est là où ils sont les plus élevés. Certains établissements scolaires sont donc contraints de rendre à nouveau le masque obligatoire en classe, mais aussi dans la cour. 3 collèges-lycées de Brest sont pour le moment concernés. Même constat dans une école primaire d'Antibes. Bonne nouvelle concernant les intempéries, les enfants et adolescents mauriciens ont pu enfin retourner à l'école aujourd'hui. Oui, réouverture ce mercredi des écoles, collèges et lycées de Lille. Les établissements avaient dû rester fermés mardi en raison d'orages et de fortes pluies. Si le temps n'est pas encore revenu au calme, les intempéries devraient être désormais plus localisées. Mais la prudence reste tout de même de rigueur.
Et dans le Nord, un inconnu a réussi, Mickaël, à s'introduire dans une école. À Douai, mardi, un homme s'est introduit dans une école, a même réussi à se faire passer pour un enseignant et à faire cours à un groupe élèves qui, en raison de l'absence de leur professeur, attendaient un remplaçant. Ils ont donc pris cet inconnu pour leur remplaçant. Il a eu le temps de leur faire commencer une dictée avant d'être prié de quitter l'établissement. Une plainte a été déposée. Il a été arrêté un peu plus tard car il aurait tenté de s'introduire dans un autre établissement. Merci Mickaël. Quelle place a la philosophie dans le parcours d'un élève 5 ans après avoir promis de renforcer la philo au lycée? Quid de cette promesse faite par Jean-Michel Blanquer? On en débat tout de suite dans notre question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marie Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de, alors on dit l'APEP, l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public, et également Pascal Vivier qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de vous accueillir aussi par Skype. Vous êtes secrétaire général du SNETA, on le dit comme ça, le syndicat des professeurs de lycée professionnels. Voilà. C'est ça. Merci à vous. Marie Perret, vous signez une tribune absolument formidable, très intéressante dans Le Monde cette semaine, dans laquelle vous faites un état des lieux. Un état des lieux, on peut dire clairement alarmant, de l'enseignement de la philosophie au lycée. Vous faites un constat après 5 ans de mandat de Jean-Michel Blanquer. Alors, on va en parler évidemment de cette tribune-là, puisque c'est le point de départ évidemment de notre question du jour, on l'appelle comme ça, sur le grand JT de l'éducation. Mais j'aimerais juste avant, pour pouvoir bien replacer le contexte pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, et pour Mickaël Dorian aussi, en quoi consiste l'acte de philosopher? Vous me posez une question difficile. Surtout qu'il faut répondre en 3 mots. En 3 mots, donc c'est encore plus difficile, c'est impossible. En général, mais surtout au lycée. Oui, en au quoi lycée, est important? ça n'est pas la même chose. Ce que nous faisons par exemple avec les élèves en terminale, donc ce sont des esprits déjà structurés, qui ont des convictions, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut faire par exemple en primaire, lors des débats à visée philosophique. L'acte de philosophie, je crois, consiste à amener les élèves à construire une position critique, c'est-à-dire à interroger leur représentation spontanée. Et c'est le travail que nous faisons avec eux en cours de philosophie, 4 heures par semaine. Autrement dit, c'est aussi une façon de permettre à chacun de trouver sa place aussi dans le groupe et donc dans la société. Oui, de réfléchir ses représentations, de se poser à lui-même des questions qu'il n'aurait pas songé à se poser, alors que ce sont des questions qui intéressent tout être humain. Voilà, la philosophie leur offre cette parenthèse dans leur scolarité, avant leurs études supérieures, où ils vont pouvoir faire ce travail justement d'interrogation, interroger leurs représentations, leurs croyances. Un travail essentiel, évidemment, et on va en discuter, Pascal Vivier, bien sûr, dans les lycées professionnels comme dans les lycées d'enseignement général. Cette tribune, donc, Marie Perret, vous l'avez signée pour Le Monde. Jean-Michel Blanquer avait promis de renforcer l'enseignement de la philo. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, 5 ans après, on peut dire que les espoirs qu'avaient suscité les premières déclarations de Jean-Michel Blanquer à propos de la philosophie ont été douchés. Jean-Michel Blanquer avait annoncé qu'il allait sanctuariser l'enseignement de la philosophie, qu'il ferait de la philosophie une épreuve universelle et qu'il allait renforcer l'enseignement de la philosophie au lycée. Quand on dit sanctuariser déjà, est-ce qu'on n'est déjà pas perdu ? Est-ce que finalement déjà Jean-Michel Blanquer n'était pas perdu sur ce qu'était la notion de philosophie finalement ? Vous avez raison, on aurait dû se méfier. Non mais parce On que s'est c'est méfié, important d'ailleurs. quand même. Vous êtes méfié, mais on est quand même arrivé là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consultation ? Alors, il y a eu consultation, mais le ministère n'a absolument pas tenu compte de la parole des professeurs. Voilà, donc c'est aussi un grief que nous avons à l'encontre du ministère, c'est que nous avons dit un certain nombre de choses. On a mis aussi le ministère en garde à propos de la réforme générale du lycée, donc, qui a détruit les filières, comme vous le savez, oui. Et qui les a remplacées par un système de spécialité qui est une jungle pour les élèves, qui est très peu lisible. Et nous n'avons jamais été entendus, notamment sur ce point. Est-ce que c'est votre cas aussi, Pascal Vivier ? Vous n'avez jamais eu de dialogue à ce sujet ? Alors si, au contraire, et je ne vais pas avoir du tout la même position que Marie Perret, d'une part parce que elle est installée en lycée général et technologique, là où on y enseigne toujours en terminale de la philosophie, et elle l'a clairement dit et dans sa tribune et à l'instant, il y a eu une explosion du lycée général et technologique. Nous avons,
bénéficier d'une réforme de l'enseignement professionnel ou au contraire, on se bat depuis 20 ans pour avoir un enseignement de philosophie et on a obtenu, après de longues discussions, la possibilité de continuer des expérimentations qui avaient lieu déjà dans la moitié des académies et plutôt avec succès. Donc, je ne vais pas avoir la même position et je respecte tout à fait son point de vue. Je sais qu'il y a un vrai problème horaire, un problème disciplinaire. Je vous dis, j'ai clairement lu sa tribune, mais pour ce qui concerne les lycées professionnels, on aborde la philosophie d'une autre manière. C'est quelque chose qui est plus nouveau. Pascal Vivier, pardon de vous couper, mais pourquoi c'était important de l'avoir en lycée professionnel et pourquoi tout d'un coup on peut imaginer, donc il y a une espèce de vase communicant, finalement en filière générale on baisse le nombre d'heures et tout d'un coup en lycée professionnel, tout d'un coup on s'y intéresse. C'est quand même curieux comme démarche, non? Alors, je ne sais pas s'il y a des vases communicants. Je sais une chose, c'est que ça fait 21 ans qu'on se bat pour que les élèves cèdent à s'interroger, se poser des questions. On dit souvent qu'en philosophie, se poser les questions, c'est plus important que de trouver forcément les réponses, de s'appuyer sur les textes des anciens, essayer de s'interroger. Et pour nous, il était important, c'était une demande à la fois des jeunes, donc des élèves, mais également des enseignants, de montrer que nos élèves étaient en capacité de débattre, d'argumenter, en faisant de la vraie philosophie. On n'est pas dans de la philosophie light, on est dans une autre forme de philosophie que ce qui a toujours été, que vous avez connu, que j'ai connu en lycée général ou technologique. Donc pour nous, c'est important de donner à la fois de la crédibilité aux jeunes en leur disant que vous êtes capables d'argumenter, de vous interroger, de prendre de la distance par rapport à vous-même et vous êtes capable aussi de faire de la philosophie. Donc, je vous dis, entre les vases communicants, on s'est pas dit, je pense qu'au ministère, ils n'ont pas fait moins de philosophie Bien en sûr. taux horaire au lycée général et technologique pour en faire un peu plus au lycée professionnel. C'était juste une image pour montrer qu'il y avait quand même une dissociation. Mais ce qui est très important dans ce que vous dites quand même, c'est qu'on s'est posé la question de savoir si, oui ou non, au lycée professionnel, on pouvait et on devait enseigner la philosophie. Alors que, comme vous le dites, effectivement, tous les enfants, tous les hommes et femmes sont capables, évidemment, de cela et est intéressés par cela. Alors, on le rappelle, donc, cette tribune signée parce qu'en fait, 4 heures d'enseignement hebdomadaire de philosophie dans les enseignements communs, dans la voie générale, 2 heures en voie technologique, hein, c'est bien ça. Et donc, aucune amélioration, aucun changement, alors qu'il avait été promis par le ministre. Non seulement pas d'amélioration, mais une dégradation. Pour 2 raisons essentielles. D'abord parce que nous avons perdu la filière littéraire, qui permettait à des élèves de suivre un enseignement très approfondi de la philosophie. La philosophie dans cette filière existait à raison de 8 heures hebdomadaires et permettait aussi de raccrocher souvent à la scolarité des élèves un peu atypiques, qui était en train de décrocher, justement parce qu'on avait ce lien avec le professeur de philosophie et cet enseignement extrêmement approfondi et très bienveillant. Donc ça, c'est une perte. Et puis, nous n'avons pas obtenu ce que nous demandons depuis des années, à savoir un dédoublement des horaires dans la voie technologique. Là, les élèves ont besoin de philosophie. C'est comme d'ailleurs en lycée professionnel. Bien sûr. Mais on a besoin de conditions spécifiques. On a besoin de plus de temps et surtout, on a besoin d'effectifs réduits pour pouvoir accueillir la parole des élèves, leurs questions et pour que cet enseignement leur soit vraiment profitable. Mais je voudrais dire un mot à propos de ce qu'a dit mon collègue. Je trouve qu'il y a quand même de la part du ministère une certaine hypocrisie à propos de l'enseignement de la philosophie en lycée professionnel. Parce que... Alors, je fais partie d'une association qui demande depuis des années qu'on crée un CAPES de philosophie lettres ou de philosophie histoire-géographie. Bon, ça ne s'appelle pas un CAPES, ça s'appelle un CAPLP, pour que l'enseignement de la philosophie soit institutionnalisé en lycée professionnel. Pour l'instant, il y a des expérimentations qui sont bien évidemment précieuses et tout à fait intéressantes, mais l'enseignement de la philosophie n'a pas été institutionnalisé. Nos collègues interviennent de façon ponctuelle dans le cadre d'ateliers, mais la philosophie ne figure pas parmi les enseignements qui sont proposés en lycée professionnel. Je pense qu'il faut le dire quand même. Pascal Vivier, une réaction par rapport à cela ?
C'est un vieux débat qui existe depuis 20 ans et je suis assez d'accord avec ma collègue, mais c'est un débat où nous avions la présidente du Haut Conseil au programme qui elle-même, inspectrice générale et doyenne de philosophie, refusait que les lycéens professionnels puissent accéder à la philosophie parce que la finalité aurait été soit l'insertion directement à l'emploi, soit l'insertion dans l'enseignement supérieur. Et vous avez d'autres qui pensent que en lycée professionnel, on n'est pas capable de faire de la vraie philosophie. Ça se transforme soit en atelier, soit en café philo, mais qu'il est difficile et que finalement, c'est un investissement. C'est un débat qui existe depuis 20 ans. Les expérimentations qui ont eu lieu dans les académies de Reims, Orléans-Tours, Montpellier, Toulouse, sous couvert d'inspecteurs pédagogiques régionaux en philosophie, sous couvert, la plupart du temps, de professeurs agrégés de philosophie. J'adhère totalement à la demande d'obtenir une bivalence. Là aussi, on parle d'une spécificité de l'enseignement professionnel, c'est qu'en lycée professionnel, nous sommes tous les professeurs d'enseignement généraux bivalents. Par exemple, je suis prof de lettres et histoire-géographie, et c'est vrai qu'on demande à un moment donné à institutionnaliser la philosophie. Le gros souci, à chaque fois qu'on a ces discussions, donc déjà, on a des discussions qui sont idéologiques, quasiment politiques, à savoir qui est capable de philosopher ou pas. Et puis, on se retrouve à la fin à des questions corporatistes. Est-ce qu'il faut uniquement des vrais professeurs de philosophie avec un CAPES, une agrégation, ou est-ce qu'on peut obtenir, comme l'a demandé ma collègue, et je vous le dis, je le répète, j'y adhère, un CA-PLP, c'est-à-dire un concours de professeurs de lycée professionnel qui intègre la philosophie. Ce sont des débats de 20 ans, je pense. Avec l'expérience, je crois de plus en plus aux expériences et aux petits cailloux plutôt qu'aux grandes révolutions. Et effectivement, c'en est une maintenant. Je vous entends. Oui, oui. Mais pour reparler de ce qu'est la philosophie, vous l'avez énoncé en tout début, moi je vais le dire de manière très simple avec mes mots à moi, mais effectivement vous aidez à pouvoir, c'est-à-dire que apprendre à penser en pensant comme apprendre à marcher en marchant, hein, si on peut dire ça. C'est vrai que la capacité donc, d'un coup de réflexion qui s'opère parce que vous essayez de réfléchir effectivement à de grands concepts, est-ce que je me trompe ou pas, mais si j'essayais d'expliquer à des enfants ou à des camarades, ce serait ça en fait. Cela paraît tellement essentiel aujourd'hui à l'école, parce que l'école, qu'est-ce qu'elle fait? L'école enseigne effectivement des choses de savoir, comme les mathématiques, mais elle enseigne aussi la capacité justement de réflexion, d'adaptation à la société. Donc comment est-ce possible? Et pardon, non pas que je veuille être dans votre camp, c'est pas ça, je ne politise rien, mais j'aimerais comprendre comment la philosophie n'est pas considérée aujourd'hui à l'école de manière totalement globale. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par global. Bon, je pense que l'enseignement de la philosophie suppose... À part entière, si je puis dire. À part entière, oui. Oui, pardon. En tout cas, cet enseignement suppose, comme tout enseignement, du reste, des conditions matérielles. Là, ce qui s'est dégradé, ce sont justement ces conditions matérielles. Il faut voir que la réforme du lycée a fragmenté les services et a considérablement alourdi les effectifs des groupes. Ce qui est le cas pour tous les professeurs de toutes les matières. Hein. Absolument. On le voit effectivement en maths, en français, en histoire géo. Et tous nos collègues s'en plaignent. Tout à fait. Donc, si vous voulez, quand on enseigne devant 36 élèves, il est très difficile d'accueillir leurs paroles, de construire le cours avec eux. Voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et ce qui manque aussi, je crois, si vous voulez, notre enseignement a été aussi fragilisé par le fait que l'épreuve de philosophie en terminale se trouve complètement isolée à la fin de l'année. Hein, c'est la dernière épreuve avec une épreuve un peu mal définie, le grand oral, qui subsiste de l'ancien baccalauréat. Et quand les élèves la passent, 92% de leurs notes, des notes qui comptent dans leur baccalauréat, sont déjà jouées. Donc on se retrouve comme ça, un peu isolé, avec un coefficient dérisoire. Donc l'épreuve est un peu vidée de son sens, si vous voulez. Hein. D'autant que la filière L, donc littéraire, pour les anciens, donc ABCD, puis après ça a été
c'était LESS. Vous montez à loin. Bah oui, mais enfin, moi, c'était pas si loin. Hein. Moi, je suis passée à quelques années de la A, B, C, D. Et puis, bon, donc moi, j'ai fait une filière ES, en l'occurrence, mais on s'en fiche complètement. La question, c'est juste qu'on arrive maintenant donc, à cette absence de filière, puisque bon, on balaie les filières pour recréer des filières, bon, d'accord. Et donc, des spécialités à choisir. Il y a désormais une spécialité qui s'appelle humanité, littérature et philosophie. Est-ce que justement, elle compense? Est-ce qu'on peut enseigner humanité, littérature et philosophie? Effectivement, on pourrait imaginer que ça aille de pair, mais pourquoi pas aussi associer philosophie et maths dans ces cas-là, qui en fait vont très bien ensemble. Absolument. D'ailleurs, c'est une proposition à laquelle on avait songé. Bon, ça ne s'est pas fait. On pensait aussi à l'association entre l'enseignement de la philosophie et le droit, puisque le droit a été introduit il y a quelques années au lycée avec l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc ça aurait eu un sens. Bon, c'est pas ce qui s'est produit. Alors pour répondre à votre question, le problème de cette spécialité HLP, comme on dit, humanité, littérature et philosophie, c'est qu'elle est spécieuse en fait. On commence, on l'apprend en première, les élèves la choisissent en première, mais du coup, ils découvrent la philosophie comme spécialité avant même d'avoir été initiés à la philosophie en terminale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour cela, justement, de manière à pouvoir avoir une vraie continuité logique et progressive? Alors, je pense qu'il faudrait, si vous voulez, remettre les choses complètement à plat. C'est pour ça que cette tribune se termine par un appel à la constitution d'états généraux de l'éducation. Je pense que ça déborde l'enseignement de la philosophie. Il faudrait que l'on s'interroge sur les missions de l'école. Je crois que ça n'est plus clair. On demande beaucoup à l'école. Il faudrait aussi qu'on s'interroge sur la nature du métier de professeur. Qu'est-ce que c'est qu'être professeur? Bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut absolument remettre les choses à plat et revoir la place de l'enseignement de la philosophie dans un nouveau système qui serait structuré par des filières. Je pense que là, le système de spécialité, avec l'abandon en plus d'une spécialité en terminale, c'est très douloureux pour les élèves, a été délétère. Douloureux, et puis ils sont complètement perdus. Ils sont perdus. Question de Michaël Dorian, et on va revenir à ce que vous venez de me dire par rapport à la suite. J'entends ce que vous dites. Est-ce que vous appelez un rétropédalage, par exemple, comme ça peut être le cas depuis quelques jours pour ce qui est des maths, concernant toujours cette réforme du lycée? Alors, je ne sais pas, enfin, par définition, ce que pourront donner ces états généraux d'éducation. Je pense qu'il faut que la société civile, que l'ensemble des professeurs et de la communauté éducative s'en saisissent. Voilà. Alors après, il me semble préférable de revenir à un lycée plus structuré. Cette mise en concurrence des spécialités nuit beaucoup, je crois, d'abord au niveau d'exigence et à la qualité des enseignements. Et puis, ça nuit aussi aux élèves. Comme vous l'avez dit, les élèves sont perdus, surtout les élèves qui viennent de milieux socialement défavorisés, qui ont du mal à lire ces spécialités, à savoir lesquelles ils devront choisir. Ils ont 15 ans quand même. À 15 ans... Est-ce que vous aviez une idée claire de ce que vous vouliez faire plus tard? Bon. Ce qu'on veut faire, non. Mais en revanche, c'est là où justement l'idée de la philosophie se pose, puisque c'est justement grâce à ce type d'enseignement, de matière et de réflexion qu'on peut justement avancer dans ce que l'on est, j'imagine, et ce que l'on désire pour plus tard, pour pouvoir former son cerveau, son mécanisme de réflexion. Donc par rapport au choix. Oui, c'est pour ça que la philosophie, et c'est heureux, figure encore dans les enseignements de tronc commun. Oui. Et dans la spécialité HLP. Voilà. Et c'est cette articulation, si vous voulez, qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, et surtout qui ne compense pas la perte de la filière littéraire. Alors j'aimerais qu'on parle de l'EMC, qui est l'éducation morale et civique, qui est présente aujourd'hui. Pascal Vivier, un petit mot par rapport à cela aussi. Comment ça se passe déjà la philo dans les lycées professionnels pour ceux qui nous regardent? Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement de quelle manière est enseignée et comment est enseignée aussi l'éducation morale et civique? Alors déjà, tous les lycées professionnels n'ont pas un enseignement de philosophie. Cela dépend du projet d'établissement, cela dépend de l'implication des enseignants, de la volonté des élèves. Donc il y a un grand nombre d'entrées qui font qu'il y a un enseignement de philosophie ou il n'y a pas. Deuxième point, cet enseignement de philosophie, quand il existe par atelier, qui n'est pas de la même forme qu'en lycée général et technologique, c'est de la vraie philosophie, mais faite autrement, n'est pas évaluée.
c'est aussi C'est exactement une autre condition. ce que nous Quant disait à Marie-Perret. l'EMC, ce sont plutôt des professeurs d'histoire-géographie qui enseignent l'éducation morale et civique, qui enseignent à la fois le droit et la façon de devenir un citoyen. Mais pour revenir sur les propos précédents, c'est vrai que ce pacte républicain ne concerne pas seulement une discipline. J'entends toujours les associations disciplinaires qui apportent une vraie richesse au débat. Mais en même temps, cette question du pacte républicain concerne toute l'école, en particulier le primaire, le collège, le lycée. Ce ne sont pas que des questions disciplinaires. D'ailleurs, on le voit, puisqu'il y a des candidats qui proposent déjà d'ajouter des heures de mathématiques dans le tronc commun supplémentaire à la réforme existante. Donc on voit bien de toute façon que dans les années à venir, ça va être encore aménagé. Et on va devoir aussi s'interroger ce qu'est devenu le baccalauréat, c'est-à-dire le premier titre universitaire dans notre société depuis 30 ans. Et ce qu'il est devenu, est-ce qu'une réforme est possible dans le lycée général, le lycée technologique, mais également le lycée professionnel qui représente 30% des lycéens? Est-ce qu'une réforme est possible au lycée sans autre réforme dans l'enseignement supérieur? Il va falloir aussi une continuité, parce que si nous, on a des vraies difficultés, et je n'interviens pas sur la réforme qu'il y a pu y avoir au lycée général et technologique, et j'entends la souffrance de mes collègues. Toutefois, je vois aussi la souffrance de mes collègues de l'enseignement supérieur qui nous disent de plus en plus à quel point les élèves n'auraient pas forcément les bases, n'auraient pas forcément la structure pour argumentative. Et ce débat, et j'adhère également à une demande sur les états généraux de l'éducation, la place de l'école dans la société, où à chaque fois qu'on a ce débat sur l'école, c'est un débat quasi autocentré. Alors non pas autocentré parce qu'il concernerait que l'école, mais il est difficile de faire entendre à la société entière que l'école construit aussi des citoyens. Et vous parliez d'éducation morale et civique, on parle de philosophie, on pourrait parler aussi de tous les enseignements du primaire et du collège. C'est qu'est-ce qui fait aussi être un citoyen et quelle est la place de l'école dans notre société. C'est un vrai débat pour les années à venir. Alors, je fais l'avocat du diable, hein, mais Pascal Vivier, mais quand vous dites c'est un vrai débat, oui, c'est un débat parce que le débat se pose, parce qu'il y a problème. Mais en fait, quand vous le dites très clairement, on vous écoute, ce n'est pas un débat, en fait. L'école, évidemment, dès le départ, doit permettre justement de former les citoyens. Donc, c'est en ça que, comment est-ce possible d'en arriver là, à ce stade-là ? Marie-Perret, comment on a pu se dire aujourd'hui, la France se place dans les dernières places en Europe au niveau du niveau en maths. La plupart des élèves ne savent pas forcément très bien lire, ni écrire, ni compter à l'issue du CM2. Aujourd'hui, la plupart des candidats à l'élection présidentielle font des propositions dans ce sens. Tout le monde est alerté, tout le monde est inquiet. Vous parliez tout à l'heure de l'envie des professeurs. Il y a aussi cette question de la formation des profs qui se pose et de leur motivation toujours. Donc comment aujourd'hui on arrive à un constat aussi alarmant sur l'école et toutes les différentes transformations qu'il y a eu et propositions et qui finalement ont échoué? Alors, je pense que ça s'explique en partie par le fait que nous ne savons plus vraiment ce qu'il faut attendre de l'école. Il y a eu pendant des années tout un discours qui, à mon avis, a introduit de la confusion. C'était le discours selon lequel l'école pourrait tout régler. Elle ne peut pas tout régler. Elle a une mission. Cette mission, c'est d'instruire, c'est-à-dire de transmettre des savoirs pour permettre justement la construction d'un esprit critique. Voilà. Donc c'est peut-être parce qu'on en a trop demandé à l'école, paradoxalement, qu'on a perdu le sens de ses missions principales, qui se sont un peu diluées dans des missions qui finalement n'étaient pas les siennes, ne sont pas les siennes, d'où peut-être cette conclusion qu'on en tire aujourd'hui, constatant aussi l'état de l'institution, la baisse des performances du système scolaire dans les classements internationaux, et puis aussi la perte de la vocation.
des professeurs, enfin des étudiants à l'égard du professorat, on en revient du coup à l'idée que il faudrait que l'école se concentre à nouveau sur cette mission qui est de transmettre des savoirs et des œuvres pour que les élèves puissent se former et construire un jugement autonome. Eh bien, j'espère que votre tribune sera entendue par J'espère tous aussi. et que nous allons avancer. Et je vous propose de nous retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois pour faire le point et avancer sur cette idée. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie Perret d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la PEP, Association des professeurs de philosophie dans l'enseignement public. Et merci également Pascal Vivier d'avoir été avec nous. C'était fort intéressant de pouvoir discuter. Vous êtes secrétaire générale du SNETA, qui est le syndicat des professeurs de lycée professionnel. Voilà, et vive la philo, et vive l'équipe de School qui dit voilà, philo, je pense donc je fuis pour l'interrogation. C'est bien la question du moment. Restez avec nous dans un instant, on vous fait découvrir une application pour lutter contre le cyberharcèlement. Son développeur sera avec nous. À tout de suite. De retour dans le grand JT d'éducation, nous sommes avec Charles Cohen. Bonjour Charles. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 26 ans, vous êtes originaire de Nice et vous avez développé en 2019, dans votre chambre, je crois que vous étiez encore chez vos parents, il me semble, une application qui lutte contre le cyberharcèlement qui s'appelle Bodyguard. Alors, première question, est-ce que vous êtes fan du film Bodyguard? Ma première question. C'est une question qui revient très souvent. Il y a eu la série Bodyguard aussi depuis. Voilà, exactement. Ma première mais question. du coup, j'ai dû regarder le film. C'est pas trop ma génération, mais j'ai dû le regarder. Forcément, il y a un lien. Ma première question, évidemment, Charles Cohen, c'est que qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette application? Est-ce que vous avez été vous-même victime de cyberharcèlement? J'ai pas été victime moi-même de cyberharcèlement. J'ai été victime d'un autre problème lié à la haine en ligne et au cyberharcèlement. C'est l'autocensure qui touche beaucoup de gens. Et en tant que jeune, et comme beaucoup de jeunes maintenant dans le monde et à l'époque également, j'osais pas forcément m'exposer publiquement sur Internet, créer des vidéos, etc., de peur de me faire insulter, moquer. Et donc c'est une des raisons du début de Bodyguard. Et l'élément déclencheur, malheureusement, c'est une suite d'articles qui parlent de dégâts dévastateurs du cyberharcèlement sur Internet et qui allaient même jusqu'au suicide. Quand vous parlez de censure au départ, censure parce que vous aviez déjà envie très jeune de écrire, de parler en fait de sujets de société, de vous investir de manière plus intense, plus publique dans la société? Exactement, comme beaucoup d'enfants à l'époque et comme maintenant malheureusement également beaucoup d'adultes aujourd'hui, on a des envies de communiquer, de créer du contenu et de publier ça sur Internet parce que c'est maintenant une des seules façons de se faire connaître et de partager sa création. Et il y a toujours cette peur de se dire je vais me faire moquer, je vais me faire insulter. Et donc c'est pour ça que c'est trop dommage de laisser la victoire à 3, 4, 5% de personnes qui sont là justement pour poster des contenus haineux et de, comme ça, auto-censurer énormément d'autres personnes qui sont là pour faire le bien sur Internet, qui sont là pour simplement partager ce qu'ils aiment, échanger sur ce qu'ils aiment. Et donc c'est pour ça que et surtout, changer leur point de vue, surtout libérer la parole de tous les points de vue qui existent et qui permettent justement de créer le débat. C'est surtout ça l'importance. Exactement, très dangereux, très dangereux parce qu'on a très dangereux ce qui est en train de se passer et on peut le voir simplement avec des journalistes qui n'osent plus s'exposer sur Twitter, qui se désinscrivent de Twitter, qui n'osent plus échanger sur certains sujets de peur de se faire insulter. Et en fait, c'est assez grave parce qu'on est en train de laisser la parole et le plus de visibilité à ces quelques pourcents qui ne savent qu'insulter et on est en train en fait de censurer la parole de ceux qui essaient de faire avancer les choses et évoluer dans un débat constructif. Alors concrètement, racontez-moi ce qu'est l'appli Bodyguard, comment elle fonctionne? Application extrêmement simple, entièrement gratuite, sans publicité, sans collecte de données. On a juste à la télécharger sur les stores, donc sur Android ou iOS. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on a simplement à se connecter avec ses réseaux sociaux via l'application. Et lors de la connexion sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, on va simplement autoriser Bodyguard à pouvoir récupérer les commentaires qui concernent la personne qu'on doit protéger et les retirer si besoin. Et donc une fois qu'on s'est connecté, on a
une simple étape qui est de personnaliser sa modération, parce que chacun est un petit peu différent et plus ou moins sensible. Donc, l'utilisateur, lors de l'inscription, peut personnaliser, adapter la sévérité qu'il souhaite dans la modération sur toutes les différentes catégories de haine que Bodyguard peut détecter. Les insultes, les moqueries sur le physique, les menaces, le racisme, etc. Vous les listez et une fois- chacune en fait. Chaque point est listé très clairement en fonction de la modération. Exactement. La technologie Bodyguard vous permet de vous protéger de 10 différentes catégories de haine à peu près. Donc, pour les lister toutes, c'est des insultes, moqueries sur le physique, harcèlement moral, l'agressivité, la méchanceté gratuite, le racisme, l'harcèlement sexuel, l'homophobie, la misogynie, les menaces de mort, etc. Et pour chacune de ces catégories-là, avec un petit slider, on peut souhaiter la sévérité qu'on souhaite. Parce que, en fait, une petite fille de 8 ans qui présente des jouets sur YouTube n'aura pas le même besoin de protection d'un adulte de 30 ans qui joue sur Twitch à des jeux vidéo. Et donc, c'est pour ça que c'est important de laisser la main à l'utilisateur. Quand Et je une vous fois qu'on a... entends, pardon Charles, mais quand je vous entends lister toutes ces horreurs, enfin c'est absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'on ne faisait, ça existait évidemment avant, mais on n'en faisait pas état à ce point-là, de savoir qu'il y a autant de choses qui existent. C'est-à-dire que le phénomène des réseaux sociaux et des écrans, qui est absolument formidable puisqu'il permet l'échange, il permet l'instantanéité, etc. Ça on le sait, on ne va pas être c'était mieux avant, mais amène aussi cela, c'est-à-dire que amène aussi cette haine comme ça de l'anonymat on a un lâcher général et évidemment les premiers qui en sont les victimes, ce sont les enfants. Exactement. Et il y a cet effet un petit peu de masse, il y a cet effet de je suis derrière un ordinateur sous couvert d'anonymat et pas en face de la personne, donc je me permets des choses et de dire des choses que je n'oserais pas dire en face de la personne dans la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je définis les règles de modération de Bodyguard de manière générale, c'est qu'on va retirer ce que les gens osent dire derrière un ordinateur, mais n'oseraient pas dire en face de la personne dans la vraie vie. Et c'est en effet Internet qui a accentué ça. Après, j'aimerais quand même envoyer un message assez positif. Ce genre de contenu, les contenus haineux représentent en moyenne entre 2 et 5% des échanges sur Internet. Ça veut dire qu'on a quand même 98 à 95% des contenus qui sont positifs ou tout à fait normaux. Et c'est un problème un petit peu du cerveau humain d'avoir tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas et sur le négatif. Et donc c'est pour ça que je veux envoyer un message assez positif, c'est que c'est le moment et c'est important de se concentrer sur ce qui est important, les échanges positifs, les échanges normaux qui représentent la grande majorité sur Internet. Juste pour qu'on comprenne bien, lorsque vous installez l'application sur votre téléphone, ça permet de protéger votre compte à vous ou le compte de tiers également ? Ça permet de protéger son compte. Et donc, une fois qu'on a terminé de personnaliser la modération, on a juste à fermer l'application Bodyguard et on continue d'utiliser ces autres applications normalement. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on est alerté, nous, en temps réel, dès que quelqu'un va poster un commentaire sous votre photo Instagram, sous votre vidéo YouTube, quelqu'un va vous mentionner sur Twitter. Et on va être capable de récupérer ce commentaire-là, l'analyser avec notre technologie. Et si la technologie détecte le contenu comme problématique selon vos critères de modération, eh ben on va retirer le commentaire de la plateforme, le tout en temps réel. Donc c'est moins d'une demi-seconde. Et ce qui est aussi également intéressant, c'est que la seule personne qui peut voir ce contenu, c'est celui qui l'a posté. Et donc il a dans sa tête l'impression que le mal est fait et donc il n'y a pas de risque d'escalade derrière. Parce qu'il est masqué en fait, c'est ça, hein, il est simplement masqué en fait. Exactement, il est masqué de tout le monde, sauf de celui qui l'a posté. Et via l'application Bodyguard, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de voir ce qui a été masqué, le restaurer si besoin, parce que c'est jamais définitif. Et un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, via l'application également Bodyguard, vous avez également accès à une partie où on va mettre en avant les messages positifs qui vous concernent. Vos plus grands soutiens, vos plus grands fans, vos meilleurs followers, etc. Pour montrer que oui, bon, il y a des commentaires haineux, certes, mais ça représente 2 à 3%. Mais regardez les 97% de personnes qui vous soutiennent. Bodyguard protège, donc je l'ai bien compris, des propos, donc des textes, mais est-ce qu'elle protège aussi des images ? C'est-à-dire qu'en fait, l'échange d'images qui peuvent être s'apparenter à du harcèlement. À la fin d'année, ce qu'on est en train d'ajouter là, c'est qu'on a ajouté la modération des contenus audio. Et à la fin de l'année, on aura la modération des contenus liés à l'image, où on va être capable d'extraire le texte présent dans une image et l'analyser et la retirer s'il y a un problème. Et on va
également être capable de repérer des éléments potentiellement problématiques dans l'image pour, de cette façon, protéger l'utilisateur de la voir. Parce qu'on le sait aujourd'hui, effectivement, le partage sur les réseaux sociaux, c'est aussi un partage beaucoup de photos de vacances en famille, de photos de jeunes filles ou jeunes garçons à l'école, mais qui ne sont pas forcément bien dans leur pompe, etc. Et tout d'un coup, jouent à ce côté, parce que je dis bien jouent au départ, parce qu'au départ, ils pensent que c'est un jeu, très souvent, hein, c'est raconté dans les cours d'école. Et puis, en fait, ça devient un véritable harcèlement avec ces photos qui sont postées. Donc, peut-être qu'une photo postée au départ peut paraître comme ça innocente, et en fait, elle s'avère être du vrai cyberharcèlement. Comment vous, grâce à Bodyguard, vous allez pouvoir détecter ça justement? S'avère être du cyberharcèlement et également un simple like sur un contenu haineux s'avère être en fait une forme de participation à du cyberharcèlement. Donc c'est aussi important que les jeunes aient conscience de ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on est capable du coup d'analyser la relation entre plusieurs personnes et donc voir s'il y a un problème. Et en plus d'une technologie capable d'extraire le texte d'une image, les éléments problématiques, on va être également capable de regarder s'il y a un problème entre l'utilisateur qu'on protège et la personne qui a posté l'image, et également les personnes qui vont potentiellement commenter cette image-là. Et c'est de cette façon-là qu'on va être capable d'agir. J'aimerais également rappeler que la technologie n'est pas forcément l'ultime solution. L'ultime solution va venir de plusieurs choses. La technologie est un complément qui va représenter 80%, 90% de détection des contenus haineux et qui va donc être capable de résoudre 90% des problèmes. Mais pour arriver jusqu'à un niveau de 99% de résolution des cas de cyberharcèlement, il y a aussi l'humain qui est important. Et par l'humain, j'entends l'éducation, j'entends être accompagné par des associations comme par exemple e-enfance, qui ont des personnes pour vous écouter, pour vous aider dans ces soucis-là. Et il y a également des besoins de réglementation. Et c'est ce trio technologie, humain, éducation et réglementation qui fera qu'on va arriver à quelque chose à une bonne solution de protection. Un des problèmes également, c'est que les parents de cette génération, J'allais y venir. et de ma génération également du coup, n'ont aucune idée de ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux, de ce que sont les nouveaux réseaux sociaux et les potentielles manières de participer ou de créer des contenus haineux liés à du cyberharcèlement. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important de rappeler aux parents l'importance de se tenir au courant de ces nouvelles façons de procéder à du cyberharcèlement, des risques encourus par les enfants sur les réseaux sociaux. Et je réitère finalement ma redirection sur des associations comme e-enfance qui vont être tout à fait à même d'accompagner les parents et les enfants. Oui, sur oui, ces tout à fait. démarches-là. Mais alors se pose effectivement le point des parents, et ça c'est mon dernier point qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'à un moment, comment vous faites aussi, est-ce qu'il y a un devoir de formation quelque part des parents par rapport au cyberharcèlement, et surtout, comment on jongle avec un enfant enfin un enfant, oui, ça reste encore un enfant, mais qui a 16-17 ans, qui effectivement télécharge Bodyguard, et donc se prémunit contre le cyberharcèlement, certes, mais il y a aussi les enfants qui ont 12-13 ans et qui aujourd'hui, pour certains, ont des portables, des téléphones portables, et qui peut-être ne sont pas encore en mesure de pouvoir jauger de l'état de cyberharcèlement ou du fait qu'il y ait un problème. Ils se sentent mal dans leur pompe, mais on ne sait pas que c'est forcément en lien avec cela. Est-ce que l'application peut se télécharger à la fois pour les parents et pour les enfants, pour qu'il y ait un véritable lien qui s'opère déjà, et que l'un puisse tenter de convaincre l'autre, si je puis dire? Tout à fait. Il y a dans l'application Bodyguard une option pour les familles où en fait l'enfant va être capable d'alerter en temps réel les parents s'il est victime de cyberharcèlement. Et le parent peut également télécharger l'application de son côté et dire à son enfant de connecter ses réseaux sociaux pour suivre ce qu'il se passe. Oui, mais Ça, si c'est le la partie parent ne technologique. comprend pas, si le parent n'est pas au courant, si le parent justement n'a aucune notion de cela, comment fait-on? Comment on fait? On fait grâce à de l'éducation. Et l'éducation, ça passe par le message que je suis en train de transmettre, par le fait que vous me permettiez de dire ça, par le fait que vous, en tant que média, vous rappeliez ça aux parents. Et donc, ça participe à l'éducation de dire, regardez votre enfant, écoutez votre enfant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être lié à du harcèlement scolaire ou du cyberharcèlement, sachant que les deux sont extrêmement liés. Mais là où j'aimerais aller plus loin, c'est que
Si on veut vraiment changer les choses chez Bodyguard, je parlais d'éducation, je parlais de réglementation, et nous, notre rôle, et c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec des décideurs politiques pour leur expliquer l'importance de donner des cours d'éducation civique aux parents, par exemple, lors des réunions parents-prof ou lors des réunions avec les parents en début d'année, en affichant 2-3 slides expliquant le problème pour les éduquer. Et Tout à la fait. solution vient également et en grande partie des parents sur observer vos enfants. Et les signaux faibles, vous allez en voir. Et s'il y a un truc qui ne va pas, c'est pas parce qu'il fait forcément sa crise d'adolescence. Ça peut être lié à une situation de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement. Et donc c'est important de communiquer dans ce sens-là, mais je dis également aux enfants l'importance de communiquer aux parents ce Eh genre de oui, problème, dans ou l'autre même sens. aux intervenants dans les écoles, aux CPE, aux Merci. surveillants, aux professeurs, qui eux sont de plus en plus formés à répondre à Merci ce genre de Charles problème. Cohen. Merci. Je sais que l'application est donc, je le rappelle, gratuite, accessible à tous et est soutenue donc par beaucoup de politiques comme Laetitia Avia ou Aurore Berger de La République En Marche. Merci et puis bravo à vous. Je le répète, Bodyguard à télécharger pour protéger vos enfants et protéger de tous d'ailleurs du cyberharcèlement. Merci Charles Cohen. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Olympe, le chanteur révélé dans The Voice. Il lui a raconté tous les métiers qu'il a voulu faire avant de se tourner vers la musique. Alors aujourd'hui, vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Est-ce que c'est le métier qui vous a toujours fait rêver ou alors enfant, vous aviez d'autres projections? Alors, c'était un peu mon échappatoire. Moi, je me mettais, comme je parlais pas beaucoup et je me confiais pas vraiment à mon grand-père, je me mettais au piano, je chantais et tout le temps, ça me permettait d'évacuer. Après, je pense que si j'étais pas devenu artiste, je voulais être archéologue, un truc qui a rien à voir avec la musique. Mais ouais, archéologue, j'aimais bien, ou Pourquoi professeur archéologue? d'anglais. Bah, Ou j'étais professeur d'anglais. professeur d'anglais. Ouais, vraiment l'opposé. Je voulais être médecin, sauveteur en mer aussi, parce que j'ai fait 8 ans de natation et à l'époque, vraiment, je voulais faire ça. Mais non, archéologue, parce que j'adore l'Égypte ancienne et la mythologie grecque, etc. Et je voulais faire des fouilles archéologiques, découvrir des sarcophages. Enfin, ouais, c'était... Donc on était sur combien de professions Ah différentes? bah plein, hein. Je pense que j'ai voulu faire, ouais, je sais pas, je dirais médecin, archéologue, prof d'anglais, chanteur, sauveteur en mer. On était au moins sur 5, voire plus, hein. Je me souviens pas de tout, mais... Mais lequel au final, au moment du bac, restait en tête? L'idée si vous n'aviez pas été chanteur. C'était l'anglais. Enfin, j'ai fait une fac d'anglais qui s'est pas très bien passée. Ah bon? J'avais l'impression de régresser, en fait. J'avais l'impression d'être débile et de... Je sais pas, que tout ce que j'avais appris et... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que les cours me faisaient régresser. Donc, je suis parti après en école de commerce. Ah oui. Ouais. Et donc là, c'était dans quel but? Je ne sais pas, Ouais. aucun. C'était histoire de Dans faire le- quelque chose. Dans le but de faire des études. C'est ça, exactement. Et puis après, je voulais faire un BTS audiovisuel pour monter une boîte de production de clips vidéo. Donc un peu dans le Là, domaine on se artistique, rapproche, on se ouais. rapproche. Et puis The Voice est arrivé au même moment, donc voilà. La première scène, c'est à 11 ans. 11 ans, ouais. C'est mon grand-père qui il m'entendait tout le temps chanter, il en avait marre à la fin. Et il m'a dit, si tu veux chanter, tu chantes sur scène. Donc il a entendu qu'il y avait un concours de chant dans la région près d'Amiens. Et il m'a inscrit, j'ai participé, j'avais 11 ans. Et autant te dire que j'étais vraiment pas à l'aise. C'était pas la période la plus cool, j'étais au collège. Et j'ai gagné ce concours de chant, ça a été une révélation. Et vraiment, après, ça m'a permis d'être introduit dans des troupes de chanteurs et tout. Et j'ai commencé un peu comme ça. Après, tu n'as jamais lâché la scène, en fait. Jamais lâché, ouais, non. Depuis 11 ans. Ouais, Depuis depuis 11 ans. Ça fait un bail. Hein. Pour le petit garçon qui était un peu timide et harcelé, ça a dû faire aussi pas mal de bien, peut-être sur Ça scène. m'a fait du bien parce que, en fait, cette première scène, je me rappelle que je dois avoir des vidéos encore où mon grand-père doit en avoir sur des cassettes. Et on me voit, j'arrive comme ça sur scène. Et là, les lumières de la salle s'éteignent, les lumières de la scène s'allument. Et je deviens quelqu'un d'autre, quoi. Comme si mes ailes étaient déployées. Enfin, j'étais vraiment plus ouvert aux autres et tout. Et une fois que la musique s'arrêtait, je retournais dans ma caravane, j'allais m'asseoir et j'avais même honte d'avoir chanté en mode j'espère que j'ai pas mal chanté et que je vous ai pas Alors dérangé. que tu as gagné. Alors que vous j'ai avez gagné. Non, mais c'était un truc de fou. Et vraiment, c'est là que je me suis dit j'ai envie de faire ce métier. Et puis il y a eu The Voice.
Ouais. Ça a changé votre vie? Bah, ça m'a révélé au grand public, ça m'a permis d'avoir un disque d'or, de partir en tournée, de sortir 3 albums, de participer à des albums sur Disney où on a eu un triple disque de platine, de chanter avec des artistes comme will.i.am, Patrick Bruel, Lara Fabian, enfin plein de gens. C'était dingue, c'était un peu inespéré parce que j'avais passé plein de castings pour la Starac, la Nouvelle Star, etc. Et à chaque fois, on me disait non, tu passeras pas devant le jury, t'es pas dans le style de l'émission. Donc je disais bah ok. Et un jour, je reçois un mail de Bruno Berberes qui me dit on t'a repéré sur YouTube, est-ce que ça te dirait de faire des auditions? Je dis pff. Et j'ai failli pas y aller ce jour-là. J'étais avec ma meilleure amie à Paris, je dis franchement j'ai la flemme, viens on y va pas. Elle me dit si vas-y et tout, donc on y va. Je dis, je vais me faire jarter en même temps. Donc, et là, ça se passe super bien. Ils me font chanter 4 chansons. Ils me disent, bah, on va continuer ensemble. Et je dis, oh, super et tout. Et après, il y avait plein d'étapes avant d'arriver sur le plateau. Mais déjà, je me suis dit, waouh, c'est dingue ce qui se passe. Et ouais, c'était cool. Donc, bon souvenir. Très bon souvenir. Ça a été toute l'équipe bienveillante. Vraiment, ça a été un souvenir fou. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Olympe dans Souvenir d'écolier. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est-à-dire côté enseignant, vous vous rendez compte d'ailleurs que ça ne fonctionne pas pour plein d'élèves. Oui, c'est ça. Et puis que la grammaire, c'est vraiment quelque chose qui leur fait peur. Il y a beaucoup d'élèves qui arrivent en cours de français et je suis nul en grammaire. C'est ça. Ouais. Mais même des adultes qui le gardent après, que je rencontre et qui me disent « Oh là là, moi, à l'école, en dictée... Et du coup, cette peur-là du français, je trouve ça dommage parce que c'est quand même une très belle langue. Et du coup, je voulais trouver une manière de rendre la grammaire attractive qui m'aurait aussi, moi, plu en tant qu'élève, que faire répéter une leçon. Ça peut marcher, ça marche avec un certain type d'élèves, mais pas avec tous, quoi. On peut être bon en dictée, mauvais en grammaire. Oui, c'est du vécu. Oui, non, mais tout à fait. Pas mal aussi, peut-être. Bon. Ouais. Bonne en dictée. Ouais, pareil. La grammaire, c'est un peu mathématique. C'est pour ça qu'on doit avoir des problèmes, vous et moi. C'est ça. Oui, encore un problème de barycentre, quoi, en fait. C'est ce qui fait que moi, c'était la chose où j'avais le plus de difficultés, très honnêtement, à l'école, en français. C'était la grammaire, le fait que ça soit très mathématique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de rendre ça plus ludique, plus visuel aussi. C'est notamment un enjeu, ni plus ni moins que de créer le numérique de demain. Pour vous, Lucille Robinet, c'est très clair. Quand on met un tel axe, un tel curseur sur l'IA éthique, l'IA de confiance, l'IA durable, c'est parce qu'on veut aussi que ces futurs professionnels du secteur puissent avoir toutes les données pour réussir à la mettre au point. Oui, réussir à la mettre au point, mais ça, je pense que n'importe quel professionnel du secteur qui sera formé en IA réussira à mettre une technologie au point, une IA au point. Ce qu'on veut, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on veut que ces jeunes diplômés aient une vision très à la mode, dite 300 à 360, mais en tout cas, qu'ils soient capables de monter un projet IA de bout en bout et de le comprendre de bout en bout. Quand on forme des chefs de projet en intelligence artificielle, il faut qu'ils puissent, du début de la conception à la finalisation, à la mise en place sur le marché et à la manière dont on va s'en servir, avoir une vision complète du produit. C'est quoi les bénéfices de l'auto-formation ? L'auto-formation, c'est une manière interactive, ludique, numérique, en fait, d'apprendre à son rythme. D'accord. Et de surtout se responsabiliser aussi dans son parcours d'apprentissage. Parce que la personne, vu qu'elle est en autonomie, elle est maître du rythme et de la vitesse d'apprentissage. Une école du climat pour les 9 à 25 ans, et encore une fois, on rappelle que tout cela est gratuit. Déjà, vous accueillez jusqu'à combien d'élèves, entre guillemets ? Là, en ce moment, on en a 46. Ça commence à faire pas mal. Donc pour 46... Ouais. Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'autre différence avec Tumo à Paris 1, c'est que ça fonctionne. En fait, Tumo fonctionne quand on a 1000-1200 étudiants. En fait, il y a une dynamique qui fait qu'effectivement, on passe d'un lab à un autre niveau d'auto-formation. Donc, il y a quelque chose qui est très, très stimulant. En fait, ce qu'on avait mal sous-pesé, c'est qu'on ne pouvait pas lever comme ça 1000 personnes volontaires pour s'inscrire à Tumo Climat, comme on lève des personnes qui ont envie d'apprendre le cinéma, le design graphique, la programmation, le 2D. Pourquoi ? Parce qu'en fait, principalement, les jeunes aujourd'hui qui se rendent compte qu'on est dans un véhicule où il n'y a pas de pilote et qu'on va vers le précipice de l'emballement climatique, ils veulent agir tout de suite. Donc, c'est des activistes et en fait, eux, le temps d'apprentissage, ils veulent qu'il soit le plus court possible. Et nous, dans toutes les écoles Tumo, en fait, on milite pour que, avant d'agir, il faut apprendre un minimum.
des parents que ça inquiète, le ludique. Ils disent ça ne doit pas être très Oui, sérieux. en effet. Oui, Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez eu ça? Ça m'est arrivé. La plupart du temps, non. Les parents sont ravis parce que justement, leurs enfants sont contents de venir en classe. Ils arrivent même à l'avance en me demandant on fait quoi aujourd'hui. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Mais il y a certains parents, effectivement, qui sont inquiets parce qu'ils ont l'habitude du côté de la répétition, ce qu'on a fait du côté de la répétition, de l'exercice classique. Et du coup, on discute. En général, je les accueille justement et on prend le temps de discuter. Moi, je leur explique la manière dont je fonctionne, faire comprendre que le système scolaire aussi, ça a beaucoup évolué depuis qu'ils étaient élèves. On a des élèves maintenant qui ont beaucoup l'habitude d'être devant des images quand même. Et du coup, passer par l'image, c'est aussi passer par des codes qu'ils maîtrisent pour apprendre de nouvelles choses. Et en général, ça se passe bien. Et nous sommes donc à la recherche de 230 000 talents dès 2025 dans le secteur du numérique. Sortez les alerteurs. Enlèvement, où sont-ils ces talents? Eh bien, peut-être dans les futures écoles, justement, qui veulent former ces talents. Il y a d'une part une inadéquation entre l'enseignement post-bac et les besoins du marché de l'emploi, les besoins des réalités aussi de ce marché, notamment du numérique. Éric Larchevêque, vous êtes le cofondateur d'AlgoSup. Pourquoi vous êtes lancé dans une formation 4.0 pour aller former les développeurs de demain? On a besoin de développeurs, d'expérience. Je suis fondateur d'une entreprise de tech qui recrute énormément. On a besoin de recruter des centaines de développeurs. On n'est pas les seuls et il n'y en a pas assez. Et le seul moyen de résoudre un petit peu cette équation, c'est de mettre de nouveaux développeurs sur le marché. Et donc, il faut les former, il faut créer des écoles, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y a de plus en plus de métiers qui nécessitent des développeurs. Donc, la seule manière d'y arriver, c'est de former des nouveaux développeurs, tout simplement. Donc, le Fab Lab, ça vient de deux mots qui s'appellent Fabrication Laboratory, et ça vient d'une initiative du MIT, il y a 20 ans, de créer un fameux espace où les étudiants pourraient mettre la main dans l'innovation et créer des nouveaux procédés chimiques, physiques. Et en fait, cette idée-là, qui a vu le jour aux États-Unis, elle s'est propagée dans le monde entier. Tout le monde s'en est un peu l'appris et l'a mis à sa sauce. D'accord. Et alors, maintenant, on trouve des Fab Labs partout. On en trouve dans les écoles, donc ça va du public au privé, de la maternelle jusqu'en études supérieures. On peut trouver ça aussi dans des tiers-lieux très associatifs. Et on peut trouver ça aussi dans des entreprises, désormais, des Fab Labs pour les employés. Et en fait, maintenant, on va pouvoir avoir plein de machines innovantes, donc impression 3D, découpe laser, découpage de tissus en 2D, pour pouvoir répondre à ses propres besoins depuis chez soi, en créant soi-même le produit. C'est ça qu'on ne se rend peut-être pas compte quand on parle de transition écologique, ou des fois on parle peut-être des systèmes, je ne sais pas moi, un petit peu archaïques, parce que quand on parle de recyclage, on se dit bon, on va reprendre les choses et les remettre au goût du jour, mais la technologie peut venir en aide justement dans le cadre de la transition écologique. Alors c'est quoi cette petite boîte? Montrez-la, il va falloir la monter. Alors parce que cette je sais pas petite si on voit la boîte, par exemple, on l'a designée et produite au Fab Lab de Tumo Paris 4, et dans cette petite boîte... qu'on voit pas. Montez un petit peu à l'écran, parce que ils ont peut-être pris un peu de cours. Montez-la au niveau du micro, voilà. Voilà, cette petite boîte, on l'a fait au Fab Lab, on l'a designée au Fab Lab. Encore un peu plus haut. Dans cette petite boîte, j'ai ramené quelques modèles qu'on a imprimés en 3D. Pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ici, j'ai fait un petit poulpe. Alors vous pouvez y aller, pour vous montrer un peu qu'on peut faire des choses. Donc déjà visuellement sympa, et on peut aussi faire du fonctionnel. Je vous laisse vous amuser avec la toupie. Donc tout ça fonctionne. J'attends les remarques. Tout ça c'est fait en impression 3D, ouais. La toupie c'est bon, les gars. Avec du imprimé en plastique 3D. biosourcé. Et alors voilà. C'est bien le préciser. Ces plastiques-là, donc là j'avais le modèle poulpe, mais j'ai aussi le petit modèle lézard, si vous voulez, qui sont articulables. Plastique en fait qui est, et voilà. on va dire, qui se décompose beaucoup plus rapidement que PLA, le plastique qui met 1000 ans à se décomposer. Ça, c'est incroyable. Donc ce plastique qui se décompose. Ça, c'est pour montrer qu'on peut faire des jouets, donc voilà, du truc visuel pour sympa, de la déco. Patrice est reparti en enfance en tout cas. C'est très sympa, mais on peut aussi faire du fonctionnel. fonctionnel. Pas donné la toupie, moi, ça y est. On peut aussi faire du fonctionnel, donc on peut aussi faire des pièces pour réparer des accessoires qu'on aurait cassés. Donc par exemple, là, j'ai une accroche de sac à dos qu'on peut imprimer en 3D. Et donc du coup, au lieu de la commander sur Internet, moi, je l'imprime chez moi ou au Fab Lab de votre coin, de votre quartier, de votre ville.
et vous aurez réparé votre pièce. Je reste quelques instants sur votre démarche d'enseignante. Votre idée aussi, ça a été de dire, au lieu de partir de ce que je sais, de toutes les connaissances que j'ai acquises pour décrocher les diplômes nécessaires pour enseigner, il faut que je parte plus des élèves. Et ça, on vous l'avait appris ou c'est un truc que vous avez découvert à l'usage? Non, c'est de moi-même. Je sais pas, pour moi, c'était naturel en fait de faire comme ça. Je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais dès que j'ai été en classe, pour moi, je vais partir de ce que les élèves connaissaient pour les faire progresser. Et du coup, trouver des méthodes, ce qui n'est pas évident, et ce qui est pas il n'y a pas de formule magique, mais qui correspondent aussi bien aux élèves qui ont les capacités, je veux dire, de comprendre la leçon de manière comme elle est enseignée actuellement, c'est-à-dire en répétant, en faisant les exercices, et puis pour ceux qui ont le plus de difficultés aussi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'inclure tous les profils d'élèves en fait. Merci Mickaël, c'est la fin de ce grand JT. Merci Virginie. On se retrouve demain. School TV pour tous ceux qui veulent regarder évidemment, canal 247 sur les Freebox. Et puis j'aimerais remercier toute l'équipe de School TV, en particulier celle du grand JT de l'éducation, avec Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction, avec Elisa Bernardo à la réalisation aujourd'hui, ainsi que Alex Larochelle au son et Taé Sayad au backup. Ciao, à demain.